Décoration par le président de la transition d'une vingtaine de personnalités, c'est en reconnaissance du mérite de ces grands serviteurs de l'État. Les distinctions de remise vont du grade d'officier au Grand Croix de l'Ordre national. La Poste du Mali a fête ses 150 ans, un événement célébré autour du slogan « Ensemble bâtissons la Poste du futur ». Les festivités sont lancées par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Pause de la dernière borne de la frontière Mali-Sénégal. Ça s'est déroulé à Kidira, principal pont de passage vers le Mali. L'objectif est de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités et les établissements publics des deux pays. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h décalé en raison du match que vous venez de suivre tout à l'heure sur nos antennes. La nation reconnaissante pour les grands serviteurs de l'État. Ce matin, le président de la transition a décoré une vingtaine de personnalités. Les distinctions du grade d'officier au Grand Croix de l'Ordre national. La cérémonie solennelle a réuni dans la salle des banquets à Koulouba les autorités de la transition et plusieurs autres invités de marque. Le point avec Mamari Kone. Général de brigade Amadou Sakafourou Gueye, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité du Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Après le travail bien fait, c'est la récompense, dit-on souvent. Cette cérémonie de décoration commence par l'élévation du grand chancelier des ordres nationaux à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali, une première. Le président de la transition répare ainsi une injustice. Permettez-moi de me tourner vers le président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux du Mali, afin de le remercier avec toute la déférence qui y sied pour l'inestimable geste qu'il a eu à mon endroit en m'élevant à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Excellence, Monsieur le Président, je vous adresse ici le témoignage de toute ma gratitude et vous assure que c'est avec une grande fierté, mais aussi beaucoup d'humilité que j'arbore et arborais sur ma poitrine cette médaille, symbole de l'exceptionnelle reconnaissance de mon pays à un grand chancelier. Ils sont présidents d'institutions, ministres, membres du CNT, officiers supérieurs des femmes en service ou à la retraite, opérateurs économiques, dirigeants sportifs et sportifs, et ils ont en commun l'amour de servir ce pays avec dévouement. Parmi les 26 récipiendaires, il y a 2 grands officiers de l'Ordre national, 20 commandeurs de l'Ordre national, 3 officiers de l'Ordre national, et un est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Cette traditionnelle cérémonie qui nous réunit ici revêt une importance particulière pour la nation malienne, pour les hommes et les femmes qui bientôt recevront le symbole de la reconnaissance de leur amour pour la patrie, de leur esprit de sacrifice, de leur attachement aux valeurs qui ont façonné nos glorieux ancêtres, dont ils sont aujourd'hui les fiers descendants. Après avoir remercié le président de la transition pour le choix porté sur eux, les récipiendaires ont par la voix de leur porte-parole promis d'apporter plus à la construction de notre pays. Saluer encore une fois le président de la transition qui nous a tous honorés par ces distinctions honorifiques, allant de la distinction d'officier de l'Ordre national à commandeur de l'Ordre national et à grand officier de l'Ordre national. C'est une consécration pour nous aujourd'hui de porter ces distinctions. Ces distinctions nous appellent aussi à redoubler d'efforts, à faire plus qu'avant. Et encore une fois, je prends l'engagement au nom de mes co-récipiendaires de faire en sorte que l'honneur qui nous a été fait aujourd'hui et les valeurs que nous avons prônées tout au long de notre carrière puissent servir d'exemple
et de source d'inspiration aux générations futures. Ces récipiendaires sont désormais des icônes et doivent servir à ce titre d'exemple pour les générations futures. Restons à Koulouba où le chef de l'État a reçu ce matin le président de la Confédération internationale de handball, Dr Mansourou Arimou, est venu remercier et féliciter le président de la transition de soutien qu'ils n'ont jamais cessé d'apporter à la promotion du handball au Mali et ailleurs. Le président Assimi Goïta a d'ailleurs reçu une distinction. Dr Mansourou Arimou s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Dougoufana Traoré. J'ai foulé le sol du Mali sur invitation du président de la Fédération malienne de handball qui a estimé, n'est-ce pas, qu'il doit saisir l'occasion pour permettre au handball malien de retrouver sa lettre de noblesse. Donc c'est une visite du travail. Nous avons essayé de faire le tour de l'horizon, faire l'état des lieux. Nous avons convenu d'un programme sur 4 ans, lequel programme nous avons essayé de présenter à monsieur le ministre en charge des Sports, qui l'a apprécié, qui a donné ses orientations. Il était normal que nous puissions venir aujourd'hui présenter tout ce point à son Excellence, monsieur le Président de la Transition, qui a apprécié, a pris l'engagement d'accompagner, je dirais, le handball africain à travers son soutien personnel, n'est-ce pas, au handball malien. Je crois que c'est intéressant que tous les acteurs, dont les responsables politiques, c'est intéressant que nous puissions regarder dans la même direction pour bâtir, je dirais, un handball de renouveau ici au Mali. Pour la petite histoire, je sais que le football reste le sport roi et qu'il y a bien évidemment des contraintes par rapport à cela. Le chef de l'État l'a indiqué. Notre souhait, c'est que nous soyons présents, je dirais constamment présents dans l'esprit du chef de l'État. Donc c'est juste un cadeau pour que le handball soit également présent ici et c'est une distinction qui est accordée, n'est-ce pas, au chef d'État de façon générale. Rendons-nous à présent au Conseil national de transition. Hier jeudi, le dernier projet de loi voté a porté sur le règlement du budget d'État 2018. L'adoption de ce projet permet de rendre compte des résultats de l'année 2018 et de constater le règlement définitif en vue de donner le quitus aux gestionnaires. On en sait plus avec Boubacar Kanouté. Le projet de loi portant règlement du budget d'État 2018 permettra de constater le résultat de l'année civile et rendre compte de l'exécution du budget ainsi que l'utilisation de crédit. Le bien fondé de cet exercice est de s'assurer de la transparence dans la gestion des fonds de l'État, mais aussi de l'adéquation entre les dépenses et les programmes. L'adoption du présent projet, qui est une exigence de la loi, permet aux membres du CNT de donner leur quitus aux gestionnaires. Ce projet de loi passe haut la main, 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi, le CNT vient d'adopter à l'unanimité le projet de loi de règlement 2018. Lorsque le ministère de l'économie et des finances, donc le gouvernement à travers le ministère, présente un budget, le budget il est exécuté. Lorsque le budget, on finit de l'exécuter, on fait ce qu'on appelle un projet de loi de règlement pour indiquer comment le budget a été exécuté et nous envoyons le dossier au niveau de la section des comptes qui est chargée de vérifier si le projet de budget a été correctement exécuté. Donc la section des comptes donne son avis et le projet de loi de règlement que nous élaborons au niveau du ministère de l'économie et des finances est déposé sur la table du CNT en même temps que l'avis de la section des comptes qui va donner son avis sur la sincérité et la régularité de l'exécution budgétaire. Avec ce vote à l'unanimité, je suis quelqu'un de satisfait, de comblé, parce que ça démontre que vraiment le budget qui nous a été autorisé a été correctement exécuté. C'est une innovation parce que c'est la première fois que la loi de règlement se fait sur la base du budget en mode programme. Pour le règlement du budget d'État 2018, la pertinence du présent projet de loi ne souffre aucune ambiguïté et cadre bien avec l'orthodoxie budgétaire. Nous venons d'adopter le projet de loi de règlement 2018. La notion de loi de finances déjà, dans son acceptation la plus générale, fait recours au budget d'État
couvre en réalité d'autres types de lois. C'est quelque chose qui est bien prévu par les textes, parce que le budget, en fait, pour qu'il soit exécutoire, il faut que l'Assemblée ou le Parlement le vote pour lui donner force de loi et permettre à l'exécutif de l'exécuter. Ce projet de loi portant règlement du budget d'État 2018 établit le compte de résultats de l'année concernée et autorise le transfert de résultats financiers du compte permanent des découvertes du Trésor. La Poste du Mali a 150 ans, cela se fête, mais c'est surtout l'occasion de se pencher sur l'avenir de la Poste. D'où le slogan « Ensemble bâtissons la Poste du futur ». La structure a mobilisé ses partenaires pour évoquer les nouveaux défis auxquels fait face la Poste. L'événement est présidé par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Mariam Kone. Un siècle et demi au service de l'humanité, la Poste souffle ses 150 bougies. Pour marquer l'événement, les responsables de la Poste du Mali ont mis les petits plats dans les grands à travers une série d'activités. La Poste est l'une des plus vieilles administrations qui fait partie de notre quotidien. Elle occupe aujourd'hui encore une place importante dans le développement socio-économique. La Poste du Mali, par essence, est une entreprise citoyenne dont la principale vocation est de participer au développement social et à la croissance économique du pays à travers la mise à disposition d'un service postal universel de qualité accessible à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Riche de son histoire de plus d'un siècle et demi, la Poste est l'incarnation du service utile car elle constitue le premier contact du citoyen avec l'administration publique. Le diagnostic à travers un état des lieux nous relève aujourd'hui que notre Poste a un besoin urgent de se mettre à la trame de concert des postes compétitives. Depuis quelques années, des réflexions menées et des études également qui ont été effectuées concluent à une réforme courageuse à mener, une relance indispensable qui est à faire. Ceci dit, la Poste de nos jours, désormais soumise à un cahier de charges pour offrir le service universel à tous les Maliens, doit faire face en même temps à des obligations qui sont très fortes. Elle doit mieux s'organiser pour mieux compétir dans un environnement où la concurrence est rude. Un magazine retraçant l'histoire de la Poste et projeté dans la salle a permis à l'assistance de se souvenir des services et missions de la Poste. Un service appelé à s'adapter aux réalités du moment. L'avènement du numérique a posé les jalons de fortes mutations qui affectent les modes de production de façon générale, modifie la vie des populations, bien entendu, de même que l'activité postale. Donc le monde du numérique est arrivé, la Poste va s'y adapter et concourir de façon efficace à l'élévation de son niveau de vie, mais également à l'élévation du niveau de vie des populations qui seront concernées par ces activités. Les hautes autorités de la transition à la tête desquelles se trouve le colonel Assimi Goïta, s'inscrivent dans la dynamique de la relance de la Poste. Des instructions nous ont été données à nous, ministres de ce département, pour conduire et très rapidement des réformes structurelles, mais également à conséquences financières pour le bien-être des populations maliennes et des travailleurs. Oui, des instructions ont été données dans ce sens et nous sommes en train d'y travailler de façon assidue avec le soutien permanent de la MRTP. L'un des moments tant attendus fut la découverte du timbre créé pour marquer cette date et qui cadre parfaitement avec la protection de l'environnement. La commémoration des 150 ans de la Poste a été marquée également par un vernissage sur l'historique de cet outil de communication, un vernissage qui transporte le visiteur dans les belles années de la Poste. Ce vendredi 9 décembre, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre la corruption. Le thème choisi cette année est «
20 ans de Convention des Nations Unies contre la corruption. Unissons-nous pour donc le monde, unissons le monde contre la corruption. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a livré un message dans ce sens. Le point est avec Mohamed Kayentao. Le 9 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. Le Mali, qui a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption un 22 juillet 2005, n'a jamais lésiné sur les moyens pour sensibiliser toutes les couches à bannir la corruption sous toutes ses formes. Cette année, c'est sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption, que le Mali et la communauté internationale rappellent la responsabilité des pays membres de l'Organisation des Nations Unies face à la corruption. En choisissant ce thème, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes met un accent particulier sur l'importance de la problématique liée à la lutte contre la corruption, tout en mettant les pays membres de l'Organisation des Nations Unies face à leurs responsabilités. Pour sensibiliser l'opinion nationale sur le phénomène, le gouvernement de la République du Mali a institué, par les décrets numéro 10-624 PRM du 26 novembre 2010, une semaine nationale de lutte contre la corruption ayant pour objectif d'informer l'opinion publique sur les actions entreprises dans ce cadre en vue de restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Plusieurs stratégies ont été déjà mises en place par les autorités pour minimiser, voire endiguer les fléaux. C'est là à travers la création d'organes de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux règles de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Au titre des organes de prévention et de lutte contre la corruption, conformément à l'article 6 de la Convention, le Mali a mis en place certaines structures qui luttent contre les phénomènes conformément à leur mission. Je veux parler du Bureau du vérificateur général, du contrôle général des services publics, des inspections ministérielles, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, de la cellule nationale de traitement des informations financières et de la cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration, auquel il faut ajouter la section des comptes de la Cour suprême, le pôle national économique et financier et la direction générale du contentieux de l'État. Parmi les mesures fortes prises pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels de lutte contre la corruption figure en bonne partie l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. En attendant la création de cette agence, le premier responsable du département en charge de la justice souligne que la direction générale du contentieux de l'État s'active pour le recouvrement des condamnations pénales déjà prononcées. Première session du comité d'orientation de l'école de guerre du Mali. Le GM assure une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux civils. Les administrateurs fixent les grands axes et les orientations relatives à la formation. Ils adoptent aussi les programmes d'activité, d'équipement, d'investissement et approuvent le budget prévisionnel. Jules Sambou-Sissoko. La première session du conseil d'orientation de l'école de guerre du Mali se tient au moment où la deuxième promotion d'officiers stagiaires s'apprête à intégrer la jeune école de guerre. Sa création a suscité un engouement au plan national et sous-régional. Il n'est point utile de discuter de l'utilité de l'école de guerre du Mali qui vient compléter le cursus de formation classique dans les forces armées maliennes et la formation commune de base au brevet de l'enseignement militaire supérieur de deuxième degré, avec un encadrement à 100% malien, conformément à la vision de l'état-major général des armées d'autonomisation des FAMA. Le conseil d'orientation fixe les grands axes et les orientations relatives à la politique de formation au sein de l'école de guerre du Mali, créée en 2021. L'ordre du jour de la présente session est le suivant. Le rapport sur le déroulement de la première année académique de l'école de guerre, la présentation du programme d'enseignement et de fonctionnement de l'école de guerre, le rôle et place des états-majors et directions de services dans l'enseignement à l'école, le rôle et place des ministères et structures régaliennes dans l'enseignement à l'école, le projet d'activité du centre d'études, de recherche et de documentation, pour ce qui est du budget prévisionnel, qui devait être examiné, une commission ad hoc va se réunir à partir de la semaine prochaine pour le finaliser.
La création de l'EGM est l'émanation d'une volonté politique des autorités de la transition. L'encadrement et les stagiaires sont conscients de la situation sécuritaire du pays et les efforts en cours pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité du Mali. Autre conseil d'administration, la 46e session ordinaire de la compagnie malienne de navigation, Comanav. Là aussi, les administrateurs travaillent sur les comptes de l'exercice 2021, examinent le rapport d'activité de l'exercice 2022 et se penchent sur le projet de budget 2023. Djemba Moussa Konaté. Le bateau général Abdoulaye Soumaré n'est pas prêt aujourd'hui pour un voyage, mais plutôt pour accueillir les administrateurs de la 46e session du conseil d'administration de la compagnie malienne de navigation Comanav. Une session initialement consacrée au bilan de l'exercice 2021. L'année dernière, la compagnie a pu réaliser 54 rotations sur une prévision de 92, soit un taux de 59%. L'exercice affiche un résultat de plus de 130 millions de francs CFA. Malgré cette amélioration du chiffre d'affaires de 3% par rapport à 2020, force est de constater que les charges, quant à elles, ont connu une progression de 6% due à l'augmentation du frais d'entretien et de réparation des bateaux et de la restauration. L'exercice affiche un résultat net de moins 131 568 542 francs CFA. Les administrateurs examinent également le rapport d'activité à mi-parcours de l'exercice 2022. Il en ressort que du 1er janvier à nos jours, la compagnie a transporté plus de 7000 passagers sur une prévision de 8800 et 5 399 tonnes de fret sur une prévision de 6 252 tonnes. Malgré ces bons résultats réalisés, certaines difficultés ont été signalées. Le niveau des charges est très inquiétant eu regard au coût d'approvisionnement du carburant ayant connu une variation de 52% sur le prix du litre du gasoil, soit 13 455 000 francs CFA pour une citerne de 45 000 litres par rapport à 2021. Malgré les difficultés auxquelles la Comanav fait face, son président directeur général a rendu hommage aux travailleurs qui, selon lui, ont toujours fait preuve d'engagement, de dévouement, de tenir le flambeau du désenclavement des régions du Nord. Pose de la dernière borne de la frontière Mali-Sénégal, c'était à Kidira, principal pont de passage vers le Mali. Objectif faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, notamment entre les collectivités et les établissements publics du Mali et du Sénégal. Kansoutou Kanouté. Le bornage de la frontière entre la République du Mali et celle du Sénégal est devenu une réalité. La campagne de bornage qui a débuté le 20 novembre 2021 entre les deux pays s'est achevée ce mercredi 7 décembre 2022 à Kidira, après plusieurs mois de dur labeur. Notre joie est grande aujourd'hui quand on sait que l'espace est vraiment à nous, pour qu'on puisse avancer vers le rapprochement des populations, vers l'approfondissement des relations entre les deux pays et vers vraiment la mise en œuvre de l'intégration africaine tant souhaitée par la CEDEAO, mais aussi par l'Union africaine. C'est tout heureux que je suis en compagnie du gouverneur de la région de Caille pour matérialiser donc, la ligne frontière avec cette deuxième campagne. Au total, c'est plus de 160 bornes qui ont été installées, bien visibles, bien matérialisées, et qui veulent dire aux populations, votre espace est bien délimité. À vous maintenant de faire vivre cet espace. En quoi faisant? En vous engageant dans des activités transfrontalières génératrices d'épanouissement et de développement. Ces bornes-là ont été plantées pour effectivement matérialiser la frontière et faciliter surtout l'administration des territoires et l'administration des populations. Aussi éviter que la frontière ne soit une zone de tension. Notons que cette activité d'une importance capitale constitue une composante essentielle du programme Frontières de l'Union africaine mis en œuvre avec le soutien technique et financier de l'Agence allemande de la coopération internationale GIZ. Visite du gouverneur de la région de Bougouni dans la commune rurale de Yalankoro, Soloba. Général Keba Sangaré est allé à la rencontre des communautés riveraines et des responsables de la mine de Komanan. Au menu des échanges, la cohabitation et le développement dans les différents villages. Le point avec Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko.
Cette visite du gouverneur de la région de Bougouni dans la commune rurale de Yalankoro-Soloba a permis au chef de l'exécutif de rencontrer les communautés et les responsables de la mine de Komana au menu des échanges et la cohabitation et le développement des villages riverains. Après les échanges et la projection des réalisations faites par la mine, le gouverneur se dit très satisfait de l'engagement pris par les uns et les autres pour une bonne cohabitation. Nous sommes venus trouver qu'il y a une entente parfaite entre la population et la mine. Sur un effectif de 100%, à peu près 90% sont des nationaux. Donc, au-delà, la mine a ouvert au niveau de la population des projets d'impact financier, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, c'est-à-dire l'élevage, la fabrication des savons, le maraîchage. Et sans oublier aujourd'hui que nous sommes très fiers de constater que l'impact environnemental a été vraiment respecté par la mine. Même si, de l'autre côté, sur le fleuve, nous déplorons encore l'utilisation du système de dragage avec les produits dangereux, d'ailleurs interdits par la loi. La mission a pris fin par la visite des installations de la mine et la remise d'un tiwara au gouverneur pour son engagement à la recherche de la paix et la stabilité dans sa région et son développement. En 5e région, on encourage les enseignants dans l'exercice de leur profession. C'est à travers la remise de distinctions honorifiques initiée par la direction de l'Académie d'enseignement de Mopti. Le point avec Aminata Touré. L'amélioration de la qualité de l'éducation passe indéniablement par la motivation et la valorisation de la profession enseignante. C'est pour cette raison que le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti a initié la récompense du mérite de l'enseignant, une distinction honorifique à l'endroit des enseignants excellents. Le métier enseignant, c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Les hommes et les femmes qui exercent ce métier méritent une reconnaissance. Et voilà pourquoi nous avons initié cette cérémonie pour accompagner, encourager les collègues enseignants. La commission mise en place a retenu 26 dossiers, parmi lesquels 3 meilleurs maîtres ont été retenus. Il s'agit de Esther Élisée Dambélé, Cap de Konna, classé 3e, Mama Dite Togonta Doumbia, Cap de Sofara, 2e, et Al-Hadi Yarou, lycée Baouro Sissé de Guinée, 1er. Sur le travail paye. Je crois que c'est l'effort qui est récompensé aujourd'hui. Tout le monde est bon, mais il fallait choisir. Je crois que le choix s'est porté sur nous et à travers nous, tous les autres collègues sont aussi représentés. Cette ambition est cohérente à la volonté politique affichée des plus hautes autorités. Et cette volonté a comme objectif une éducation de qualité et une éducation inclusive pour tous les Maliens. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des prix aux différents lauréats. Premier prix, un ordinateur, un tiwara, un dictionnaire. La 2e et la 3e ont reçu chacune une tablette et un dictionnaire. Et les autres lauréats ont également reçu des attestations. Rentrée au Centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANPE, Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Cette rentrée concerne donc les auditeurs du cycle brevet de banque. Une rentrée couplée à la remise de diplômes aux auditeurs de la spécialité pour les 3 dernières années. Le reportage est signé Batraouri. Les professionnels des banques au centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANPE pour plus de performances. La rentrée solennelle des auditeurs du cycle brevet professionnel des banques au titre de l'année 2022-2023 est couplée à la remise officielle des diplômes aux récipiendaires des 3 dernières années. Ces derniers sont détenteurs d'un brevet professionnel des banques à l'ANPE. S'agissant de la formation dans les cycles du brevet professionnel de banque, elle est une exclusivité de l'ANPE en partenariat avec l'APBF. L'accès aux 10 cycles est ouvert aux titulaires du CAP Banque exclusivement, du brevet de technicien et de tout autre diplôme équivalent. La formation dans les cycles brevets professionnels de banque est assurée par des formateurs professionnels de nos différentes banques partenaires dont le choix est fait par l'APBF et validé par l'ANPE. La durée du cycle est de 3 années académiques et la formation est essentiellement axée sur les matières des banques. Cette quête de compétences à l'ANPE devrait permettre aux professionnels des banques de faire face à certains défis du moment pour le secteur des banques. L'environnement bancaire connaît aujourd'hui d'importantes mutations. Le passage au nouveau plan comptable bancaire,
le renforcement des exigences de conformité, les nouvelles règles de gouvernance de nos établissements, j'en passe. À ces dispositions d'ordre réglementaire s'ajoutent d'autres défis auxquels nous devons faire face. Le souci de mon département est de ne ménager aucun effort pour accompagner les actions de ce genre, inscrites par ailleurs dans la feuille de route du gouvernement de la transition. M'adressant aux bénéficiaires de la formation dans le cycle du brevet professionnel de banque, je voudrais les inviter à l'assiduité au cours afin d'acquérir des connaissances pour être compétitifs et répondre ainsi aux exigences combien pointues de leurs emplois. C'est par la visite de quelques salles de formation que la cérémonie a pris fin. 9e congrès à Bamako de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone. Il est couplé au 4e congrès de l'Association des pédiatres du Mali. Les recommandations issues de ces assises devront permettre de renforcer davantage le plateau technique et faciliter la mobilité des spécialistes pour le bien-être des enfants au Mali et sur le continent. Boubacar Kanouté. Tous les pédiatres d'Afrique noire francophone sont en conclave ici à Bamako. Cette rencontre est couplée au 4e congrès de l'Association des pédiatres du Mali. L'objectif est de permettre aux éminents chercheurs de cette discipline de dégager les voies et moyens de faciliter la prise en charge des enfants et de mutualiser leurs efforts pour réduire le taux de mortalité néonatale. Le continent africain demeure le parent pauvre de ce combat. L'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone est née à Dakar et son objectif de créer entre ses membres des liens de solidarité et d'amitié, de promouvoir des échanges d'expériences professionnelles, de mutualiser les expertises et surtout de faire la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, par la formation des membres, par la recherche opérationnelle, par la dissémination des connaissances et des programmes de santé. Vous savez que Bamako, c'est la ville des grandes rencontres. Les grandes idées naissent à Bamako et ce qui naît à Bamako, généralement prospère. Et j'espère que ce sera le cas pour nos associations de pédiatrie. Ce congrès suscite déjà un espoir pour le continent, d'où cet intérêt. L'expérience malienne est inégalée dans ce domaine grâce aux efforts des autorités du pays. Le thème principal retenu, à savoir les maladies infectieuses de l'enfant, où en sommes-nous, et les sous-thèmes associés qui concernent la vaccination, la nutrition, la santé du nouveau-né et de l'adolescent font partie des grands défis de santé de notre continent dans un contexte de crise sécuritaire et socio-économique. Je voudrais rappeler que les maladies infectieuses de l'enfant, telles que la pneumonie, la diarrhée et le paludisme, demeurent les principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. Ce congrès enregistre la participation de plusieurs pédiatres et experts en santé venant des pays d'Afrique francophone et du Mali. C'est pourquoi je ne fais aucun doute quant à la réussite de ce congrès et à l'atteinte de ses objectifs pour la prise en charge adéquate des problèmes de santé du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. La visite des stands tenus par des firmes a mis fin à cette première journée de travaux. Santé toujours avec le point Covid-19. Au Mali, 2 patients sont placés sous traitement selon les services de santé qui ont enregistré ce vendredi un cas positif sur 252 tests réalisés. L'on note 0 guéri et pas de décès durant ces dernières 24 heures. 100 millions de francs CFA, c'est le coût d'une nouvelle unité de transformation des déchets plastiques en table-banc scolaire à Muntugula. L'infrastructure est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Strom et ses partenaires, dont l'Association malienne pour la survie au Sahel, Mariam Koulibaly. Ils sont 10 jeunes hommes et 224 femmes qui bénéficient directement de cette nouvelle unité de transformation des déchets plastiques implantée à Muntugula. L'initiative soutenue par la Fondation Strom et ses partenaires vise à protéger durablement l'environnement en créant des emplois verts. L'occasion nous est donnée ce jour de faire connaître davantage la Fondation Strom dans le domaine particulier de la protection de l'environnement et du changement climatique. Cette nouvelle orientation s'est traduite par la mise en place d'une unité de production de tables-bancs en sachets plastiques recyclés dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Green Jobs.
Avec une capacité de production de 28 tables bancs par jour, soit une consommation de près de 784 kg de sachets plastiques, l'unité joue favorablement dans la préservation de l'environnement, surtout quand on connaît le degré d'utilisation et de nuisance des plastiques. Du début des activités de l'unité à maintenant, la transformation des déchets plastiques a contribué à débarrasser notre commune de 9 604 kg de déchets plastiques, ce qui représente une part significative des déchets de la commune. Au Mali, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques en général et la désertification en particulier est une priorité dans le choix des politiques de développement socio-économique, car les couches sociales démunies sont les plus exposées et les plus vulnérables à la fois aux impacts du changement climatique et de la désertification. Les bénéficiaires, enthousiasmés de quitter le cercle du chômage, ont vivement salué l'initiative et formulé un cri de cœur auprès des autorités dans le cadre de l'écoulement des produits qu'ils fabriquent désormais. À Koulikoro, le programme de filets sociaux Djigui Semedjiri a concerné plus de 400 000 ménages. Chaque trimestre, un chef de famille ou le chef de famille reçoit 90 000 francs CFA, soit 41 milliards de francs CFA entièrement financés par le budget d'État. Les détails, c'est avec Jules Sambou-Sissoko. Les responsables du programme de filets sociaux Djigui Semedjiri ou Arbre de l'Espoir étaient face à la presse pour informer l'opinion publique nationale et décliner les acquis majeurs et tangibles du dit programme au seul profit des ménages pauvres et vulnérables à travers le Mali. Le mécanisme porte sur le transfert d'argent gratuit via mobile monnaie et la banque de 90 000 francs CFA par trimestre à chacun des 400 000 ménages au titre de 2020-2022, soit 41 milliards de francs CFA décaissés par le Trésor public, y compris le financement du programme sur une prévision de 100 milliards selon le coordinateur national du programme de filets sociaux Djigui Semedjiri. Le premier financement qui a été mis en place en 2013 a été fait par la Banque mondiale pour un montant d'environ 38 milliards de francs CFA. Il visait à faire des transferts monétaires essentiellement à 62 000 ménages qui a été rapporté ensuite à 65 000 ménages. Le programme gouvernemental de transfert monétaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près à plus de 40% en tout cas de taux d'exécution de ce programme en fonction de l'argent qu'on a reçu sur les 100 milliards. Le programme a eu 41 milliards à cette date-ci. Il était dit que pour pouvoir donner de l'argent à quelqu'un, il faut d'abord faire le ciblage communautaire. Ça veut dire que c'est la communauté elle-même qui doit choisir qui sera le bénéficiaire. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent de l'État et aller distribuer comme ça sans avoir de traces. Quand le VEGAL passait, on avait pu faire sur les 39 milliards dont on disposait, on a pu faire que 8 milliards de paiements. Donc le VEGAL nous récriminait pourquoi on n'a pas payé tous les 39 milliards et le reste de l'argent, pourquoi on ne l'a pas retourné. On ne pouvait pas le retourner parce qu'on n'avait pas fini de respect des procédures d'abord avant de pouvoir faire les paiements. La capitalisation de l'initiative, les critères du montant par ménage et l'impact du programme sont autant de questions posées par les hommes des médias. Au moment du passage du VEGAL, les traces de tout l'argent qui a été versé ont été présentées au VEGAL. Donc il y a tout le respect de cette procédure. Donc pour pouvoir faire des décaissements, pour aller faire les transferts monétaires, l'argent vient du Trésor, il vient dans les comptes de la BMS. Et maintenant, de la BMS, ça va chez les agents de paiement qui font les paiements aux bénéficiaires. Adossé au seul budget national, le programme de filets sociaux Djigui Semedjiri se poursuivra jusqu'en décembre 2023 grâce à un avenant du gouvernement, a précisé le coordinateur national. Les besoins humanitaires des populations dans la zone du Liptako-Gourma, objet d'une étude de 2 ans menée par le projet Point Sud. L'équipe de recherche présente les résultats du travail effectué. On en sait plus avec Thiema Diarra, co-directeur de recherche sur le savoir local du projet Point Sud. Il est au micro de Mamadou Fane. L'étude que je viens de présenter porte sur la protection des populations dans les zones de conflit. Au cours de ça, on a analysé les acteurs qui sont là, les communautés, leur perception de l'aide humanitaire.
on en connaît quelque chose, mais est-ce que qu'est-ce que ces actions sont vécues et perçues par les communautés, on en sait très peu. Donc il fallait venir auprès des communautés pour voir comment elles perçoivent les appuis dont elles bénéficient. Et c'est tout cela qui a motivé cette recherche, qui avait un volet aussi bien qualitatif qu'un volet quantitatif. Lorsque ceux qui bénéficient de l'aide souhaitent que l'aide ne soit pas là parce qu'ils pensent que la répartition n'est pas conforme à leur espoir, ça c'était quand même une surprise. Ça peut être une aide à la décision dans des politiques de développement, mais le chercheur ne peut pas imposer l'utilisation des résultats, mais les résultats peuvent être là pour aider à la décision. Page noire de cette édition, funérailles cet après-midi du pasteur Daniel Koulibaly, ancien délégué général de l'AGMPM, Association des Églises et Missions protestantes évangéliques du Mali. Il nous a quittés dimanche dernier. Ce commandeur de l'Ordre national du Mali, professeur émérite, a consacré toute sa vie à servir le Christ et la nation. Le point avec Fadema Keïta. C'est avec beaucoup de consternation qu'une foule composée de chrétiens de la GMPM, des catholiques, mais aussi des collègues, amis, parents et sympathisants musulmans escorte le cortège funèbre parti de la place du cinquantenaire à sa dernière demeure, le cimetière chrétien de Bamako-Koura. Les prières et supplications entonnées implorent le Seigneur afin que le professeur et pasteur Daniel Koulibaly soit parmi ses hôtes reçus à sa droite. Lors des cérémonies funèbres, les enfants très attristés regrettent la mort de leur père et restent attentifs à leurs besoins tant matériels que spirituels. Nous, tes enfants, avec avant tout nos enfants, tu nous as aussi appris à bien travailler, à gagner honnêtement notre vie, en nous conseillant de rester intègres dans les moindres détails. Seigneur notre Dieu, notre Père, par ta présence, nous te demandons de fortifier, de consoler, de soutenir les enfants, de soutenir les frères et sœurs, de soutenir les parents. Converti au christianisme en 1966, baptisé en 1969, pasteur Daniel Koulibaly, ancien délégué de la GMPM, héros de la foi chrétienne, avait une seule motivation: servir Dieu à travers Jésus-Christ, le Messie. Ce héros de la foi chrétienne se rapprocha des premiers délégués généraux, M. Sédambélé, révérend Dr Kassoum Keïta, dont il emboîta le pas de délégué général de 2002 à 2012. On comprend pourquoi il lui fut confié la tâche qu'il mena à bien de compiler l'histoire de l'Église évangélique protestante en un seul recueil. En cette année 2022, il se préparait à apporter plus d'éclairage en proposant une édition complémentaire. Nous appelons vivement à son édition. Sur le sortant de l'Université de Dallas aux États-Unis, les témoignages envoyés par la CVJR, le camp Gédéon, le ministère de Campus pour le Christ, World Vision Mali, dont il fut le premier directeur, et les distinctions reçues prouvent à suffisance son intégrité. Il était membre de l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, seule église à l'époque à Bamako. Il fit ses études à Somasso, puis à Ségou, et enfin à Bamako, où il fut diplômé de l'école normale supérieure dans sa section anglais. Pour les distinctions honorifiques, il est chevalier de l'Ordre national du Mali le 15 janvier 2009, docteur honoris causa 23 juillet 2016 de Cyprus International Bible Institute for Academic Research,
du Texas aux USA, commandeur de l'ordre national. Les fonctions principales exercées 1972 à 1980, professeur d'anglais à l'École centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration, ESICA. 1980 à 1982, professeur à l'École des hautes études pratiques, secrétariat de direction de gestion et de comptabilité, devenu aujourd'hui Institut universitaire de gestion IUG. 1982 à 1994, directeur national de World Vision International au Mali. Pour la communauté chrétienne protestante du Mali, le regretté pasteur était un homme intègre, c'est-à-dire celui qui craint Dieu, qui s'écarte du mal et qui fait la promotion du bien. Il n'y a rien de plus éternel pour ce géant de l'Afrique et du royaume du Christ que de travailler honnêtement dans la foi pour les hommes sur terre. Ainsi va l'actualité ce soir. Nos rendez-vous à ne pas manquer. Après ce journal, vous avez la météo, le JT du mondial et du divertissement dans Top Étoile avec Rokia Samake. Demain 10 décembre à partir de 8h50 à suivre comme tous les ans en direct l'EID, espace d'interpellation démocratique. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.